Semaine avec vous, heureux de pouvoir concilier culture et gaieté. Voici vos grosses têtes. Je le soupçonne d'avoir un faible charnel pour Jean-Pierre Raffarin, Jacques Maillot. Les princes qui nous gouvernent ou qui voudraient nous gouverner n'ont rien à attendre de lui, les autres non plus. Bernard Mabille. Je l'invite pour ramener à la raison une dangereuse équipe de machos, Christiane Collange. L'idole de ceux qui idolâtrent le ballon rond, Thierry Roland. Égal à lui-même, c'est-à-dire mollet glabre, esprit vif et jouant toujours une pièce de Robert Lamoureux, Jacques Balutin. Et puis notre invité d'honneur, le vice-benjamin de l'Académie française qui vient de publier des confessions aussi croustillantes et talentueuses que peu académiques, Jean-Marie Roy. Voilà un joli livre qui s'intitule « Nous ne savons pas aimer ». Bon, tout un programme. Tout un programme et peut-être une généralisation un peu hâtive, hein. Parlez pour vous, mais nous, je crois que on a fait nos preuves. Hein. Oui, professionnel. Mais... Non, mais il faut pouvoir sortir du petit cercle. Oui. Il y a quand même d'autres personnes. Et je crois que c'est notre grande... Pour tous ceux qui aiment, et c'est vrai, il y a très peu de gens qui aiment vraiment. Et bien ces gens-là se rendent compte, tôt ou tard, que s'ils ont surévalué l'amour, s'ils lui ont donné une grande importance, il y a une insatisfaction. De la partenaire. De tout le monde. Écoutez, qu'est-ce qu'il entend par petit cercle? Qu'est-ce qu'il entend par petit cercle, Philippe? Moi, je peux vous dire que Jacques Balutin, que je connais bien, a comme devise 50 ans au service de la femme et pas une réclamation. Non, pas une seule. Bon. J'ai toujours pas eu réponse à ma question. Qu'est-ce que monsieur entend par petit cercle? Il est sorti du petit cercle. Bah oui, non, mais moi je demande. Vous n'allez pas entraîner le vice-benjamin, en dépit du mot vice, sur le chemin de vos fantasmes. Ah, bien. Alors, avec mon épouse, on est très compatibles. On a eu tous les deux la migraine cette nuit. Vous êtes célibataire, Jean-Marie Roy? Oui. Et à vie? Ceci explique cela, d'ailleurs. Oui. À vie ou il pourrait... Non. Normalement, je n'ai pas de position définitive sur la question. Non. Le jour où vous rencontrerez votre future veuve, Eh bien, elle aura lu le livre, donc elle saura à quoi s'en tenir. Oui, mais elle connaîtra aussi peut-être le montant de la pension de réversion. Moi, je trouve pas ça drôle. En fait, Philippe, vous suggérez à monsieur qu'il faut qu'il tombe sur une bonne occasion, quoi. Non, mais peut-être que faire une fin, ça s'appliquera aussi à son destin. Parce que ça peut être le fait quand même d'arriver à un certain âge tout seul, ou sinon tout seul, au moins avec des partenaires qui changent toutes les semaines, c'est un peu fatigant, non? Oh, vous ne changez pas toutes les semaines. C'est pas forcément gay. Vénard. Non, c'est pas forcément gay. Je vous l'avoue, il y a des moments de solitude, je le reconnais. Mais regardez quand même quelques couples autour de nous. Pas ici, bien entendu. Non, mais quelques couples quand même. Oui. Qu'est-ce qu'ils s'emmerdent? Qu'est-ce que c'est atroce? Oui. Vous voyez, donc, je ne pense pas que le couple... Et d'ailleurs, quand on interroge beaucoup d'hommes mariés ou de femmes mariées, franchement, ils ne sont pas délirants non plus. Donc, je ne pense pas que ni le mariage, ni le célibat soient en soi quelque chose qui soit condamnable ou dommageable. Je crois que le mieux, c'est l'occasion. Le mieux, c'est l'impuissance qui dispense de l'un et de l'autre. Pas forcément. Pas forcément. Moi, j'ai un couple d'amis qui s'entend bien. Lui, il s'appelle Jacques, elle, Bernadette, et je trouve que ça va pas mal. Alors, vous avez vu que Bernadette, chez Drucker, elle a exclu l'hypothèse d'un autre septennat. Hein. Ah oui. Oh, bah oui. D'un autre quinquennat. Oui. Oui. On va avoir marre. Ah, mais attendez, c'est elle qui le dit?
Ouais. Peut-être que lui est pas de cet avis. Ah bah lui, je suis même persuadé qu'il est de pour la... en discuter. Ah, mais parce que lui, il fait pas le ménage mais là-bas. lui, il est certainement de l'avis contraire. je suis sûr. Il aura quel âge dans 5 ans? En France, on a le droit de faire 3 quinquennats en France? Il y a 4, 5, il n'y a pas de limitation, c'est pas comme aux États-Unis. C'est pas les États-Unis ici. Je crois que c'est que la politique, c'est comme la littérature, on peut continuer longtemps après avoir été gâteux. Hein. On est immortels. Moi, je la comprends parce que c'est quand même elle qui fait les campagnes. C'est elle qui écrit les bouquins, elle fait un sacré boulot. C'est elle qui va à la télé avec Drucker. Exactement, c'est elle qui fait tout là. Elle rame, hein. C'est ça le plus dur boulot d'ailleurs. C'est elle qui transporte Douillet et c'est lourd. Hein. Voilà. Et les sacs de pièces jaunes, c'est dangereux. Vous savez quel est le meilleur moyen de savoir la vérité? C'est de demander au bookmaker à Londres quelle cote il donne pour Chirac un 3e mandat. Oui, ils se trompent pas généralement. Ils se trompent rarement. Sauf qu'ils n'ont pas le droit, eux, de faire de paris sur la famille royale. Ah oui, non, mais sur la mort de la reine. Mais ils peuvent faire sur les trucs gays. Oui. Ils peuvent faire sur les Vous voulez trucs dire gays. gay dans quel sens? Gay, non, heureux. Heureux. Sur le prince Charles ou ses fils, enfin, vous voyez ce que je veux Voilà, dire? ils peuvent faire par exemple sur la date du mariage de Charles et Camilla. Parce que ça, c'est heureux. C'est gay. Vous voyez, Charles, il va finir par y passer, hein, Charles. Ouais. Et pourtant, vous avez vu la photo de Camilla? Oui, le cheval qui est à côté de lui, vous voyez? Oui. Alors, vous êtes pour la galanterie, vous, de ne pas dire du mal des dames, même... Si on peut. En tout cas, dans ce livre, j'en dis pas beaucoup. Un petit peu. On reviendra au livre, mais je voudrais avoir votre sentiment sur une actualité qui s'en va un peu dans toutes les directions. Bon, naturellement, on retiendra plutôt l'actualité amusante et badine. Par exemple, ce sondage, fort peu galant, lui, publié par Télé 7 jours et repris abondamment par tous les autres médias, sur les popularités comparées de Claire Chazal et de Laurence Ferrari. Alors, il semble que Ferrari ait doublé Chazal. C'est normal. Oui. Pour une Ferrari, si elle double pas Chazal, alors il faut changer de place. Qui est-ce qui construit Chazal? C'est Prost, non? Allez-y. Vous remarquerez qu'il n'y a pas eu, à l'égard de PPDA, qui nous a rejoint à RTL et qui était notre invité d'honneur voilà quelques jours, il n'y a pas eu de sondage identique. Alors que Thomas Hugues, qui est à la ville, je vous le rappelle, Monsieur Ferrari, oui. Eh bien, il s'est bien défendu cet été aussi. Hein. Mais PPDA, et c'est pour ça que je le cite, a eu, à la question d'un journaliste qui lui disait quand même, est-ce que c'est pas agaçant de voir son remplaçant faire d'aussi bons scores que soi, il a eu cette jolie réponse. C'est la moindre des choses, il n'y a rien de pire qu'un remplaçant qui ne vous rend pas l'endroit dans l'état dans lequel il l'a trouvé. Ah, c'est joli. C'est beau, c'est joli. Ça fait penser à la petite affichette posée à l'entrée de certaines commodités. Je trouve que c'est pas aimable pour un journal de TF1 parce que ça c'est le comparer aux toilettes. Moi, je trouve que c'est pas aimable. Oh, c'est drôle. Ouais, je trouve ça c'est amusant. C'est aussi un peu le dépotoir de l'actualité, hein, journal télévisé. Alors, on entre quand même dans le détail. Vous les avez regardés, vous, Jean-Marie Roire, ces deux passionnariats du petit écran? Oui, bien sûr. Oui. Enfin, pas tous les soirs, hein, je peux pendant les vacances. Non, mais vous excusez pas. Non, oui, il y a d'autres femmes dans votre vie. Il y a d'autres activités que de regarder la télévision le soir. Oui, quoique, il n'y a pas de raison que vous ne vous livriez pas à l'activité à laquelle nous pensons tous en regardant la télévision, puisque quand vous faites l'amour, ou en tout cas quand vous êtes dans un lit avec une dame, vous pensez à Napoléon, qui est d'une actualité quand même moins récente. Hein. Franchement, c'est quand même mieux que de faire l'amour en regardant la télévision. Oh non, c'est pas mieux de penser à Napoléon. C'est plus vaste. C'est plus vaste. Tu connais bien, elle préfère. C'est plus vaste, plus riche. Entre nous, vaut mieux penser à Napoléon qu'à Martine Aubry, hein, parce que. Pour les résultats, oui. Je veux pas être désagréable, mais. Ouais. Oui, mais enfin, écoutez, vous êtes dans un lit avec une dame qui est charmante. Attendez. Non, c'est dans un lit après l'amour. Là, non. Il faut dire les choses. Alors c'est encore pire. Après l'amour. Et la reconnaissance du bas-ventre. Quelquefois, il y a un peu de mélancolie. On réfléchit, puis alors, on n'est pas maître de sa méditation. Et
Et là, on peut soudain penser à Napoléon. Mais pourquoi Napoléon? Attendez. Parce qu'il occupe beaucoup de place dans ma vie et dans mes rêves. Est-ce que cela dit, sur le plan amoureux, c'est vrai que c'est pas dopant de penser à Napoléon, parce que je raconte d'ailleurs un certain nombre de traits sur sa vie amoureuse. Notamment sur le plan de l'organe, c'est vrai que c'est pas... il paraît que c'était tout petit. Hein. Mais comment c'est ça? Il y a eu un moulage sur son lit de mort. Il n'y a pas eu un moulage, il y a eu hélas une autopsie faite par le médecin Otto Marquis. Et c'est lui qui a décrit dans le. Oui, mais attendez, une fois qu'il était mort, on ne pouvait pas vraiment mesurer l'objet en action. C'est sûr qu'on ne l'a pas mesuré en érection, mais ça. Sauf que le mort, par définition, il est raide. Hein. Oui, mais il paraît que ça rapetisse quand on meurt. Oui. Alors donc, le diagnostic du docteur Otto Marquis a été catégorique. Il a regardé le sexe de l'empereur et il a prononcé, je crois, un seul mot. Il a dit vermicelle. Il y en a des très longs. Il l'a dit en latin. Oui. Vous vous rendez compte quand Depardieu va mourir, il va dire Barilla, papillote. Non, mais est-ce que c'est en considérant la toison pubienne de la dame que la référence au petit tondu s'est imposée à vous? Non. Mais c'est vrai que dans cette scène que j'évoque, qui est une scène, c'est vrai qu'il n'est pas très académique, c'est une scène de drague, un soir, dans un bar, je vais draguer une fille. Un académicien. Mais oui, je reconnais. Mais vous savez, c'est une confession, j'ai fait un peu mon Catherine Millet, je reconnais. La chair est faible, hein, vraiment. Et c'est vrai, je vais choisir une fille qui est devant le bar, sur un tabouret, j'emmène chez moi. Bon, il se passe ce qui se passe. Et puis ensuite, elle est sur un tabouret. Ensuite, c'est pas une femme de très bonne vie, hein. Et vous étiez en habit d'académicien ou vous étiez en civil? Non. J'étais en costume civil. Et ensuite, il y a cette déception que certains célibataires connaissent quand on a été un peu vite et que finalement on se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'on cherchait. Un peu vite, vous parlez des préliminaires ou de l'acte tout. lui-même? Je parle de tout. Ouais. On a été un peu vite dans le choix, un peu vite dans l'acte. 3 minutes douche comprise, quoi. Voilà. Et subitement, on se rend compte, alors c'est vrai, alors ce que vous disiez tout à l'heure, de ce côté un peu infernal, triste de la vie de célibataire. Bon, comment est la citation? L'homme est triste après l'amour, en latin, ça se dit, je crois. Oui, c'est vrai que c'est toujours... Non, ça dépend. On se dit, puis il faudra recommencer demain. Non, faut dire surtout, je vais pas trouver de taxi à cette heure-là, c'est ça le problème. C'est postérectum. Non, mais attendez, c'est dingue quand même. Moi, je pense à Mauriac, à Chanson, à tous ces grands académiciens, et je me dis, ils auraient quand même pas écrit un livre où ils auraient raconté qu'ils allaient draguer les filles dans les bars. Je trouve ça formidable. Alors, pour ce qui est de l'académie, pour ce qui est de la moralité de l'académie, vous savez, vous avez eu Alfred de Musset, qui était quand même pas... Oui, mais il ne le racontait pas de la même façon. Alors, écoutez, lisez La Confession d'un enfant du siècle, il raconte exactement les mêmes choses. Paul Morand, dans son journal, on raconte de belles. Il raconte qu'il a cessé de faire l'amour à 85 ans, simplement parce qu'il avait peur d'avoir un transport au cerveau. Vous voulez dire que c'est une assemblée de vieux cochons, alors? Pas du tout. Je dis, ce sont les hommes. Ce sont les hommes avec leur noblesse et leurs imperfections. Vous dites Paul Morand, 85 ans, attendez, je fais un petit calcul. Alors, pour en revenir, et tout à l'heure, on réabordera ce livre dont je vous recommande chaleureusement la lecture, et je dis chaleureusement, pas seulement parce que l'auteur est là, c'est parce que moi j'y ai pris un vif plaisir. Revenons au duel Ferrari-Chazal, parce que naturellement notre confrère Télé 7 jours est entré dans le détail. Alors, d'abord, la plus intelligente, c'est Claire Chazal. La plus compétente, c'est Claire Chazal. La plus convaincante, c'est Claire Chazal. La plus élégante, c'est Claire Chazal. Mais comment elle a fait pour perdre? Attendez. Parce qu'elle n'est pas assez baisable. Et finalement, c'est Laurence Ferrari qui l'emporte parce que c'est la plus séduisante. Parce que c'est la plus moderne et c'est la plus sympathique. Vous voyez, il y a une opposition de certaines qualités qui sont, on peut le dire, extérieures pour l'une et plus profondes pour l'autre, mais finalement c'est l'extérieur. Oui, mais je voudrais vous poser une question, Philippe. Est-ce que le sondage a été fait sur toute la population française ou sur des hommes ou sur les téléspectateurs de TF1?
Parce que ça ne serait pas du tout les mêmes résultats. Il a été fait sur la page 24, c'est tout ce que je peux vous dire. Si j'avais participé à ce sondage, le résultat aurait été différent. Parce que moi, j'ai très bien connu Claire Chazal, que j'ai connu, j'en parle d'ailleurs. J'en parle au quotidien. Elle était au quotidien de Paris, je l'ai vue débuter dans la presse. Sans blague. C'était ravissant. Pourtant, vous paraissez si jeune. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure de la bouche d'une dame n'était pas tout à fait vérifié. Non, j'ai dit ça pour Elle était très séduisante. Elle est toujours très séduisante. Elle est toujours. Mais elle était même vraiment. Mais c'est normal qu'elle soit bien habillée, son mari est dans les voitures. Ce que je veux dire par rapport à l'opinion publique, c'est qu'elle a un côté convenable. Mais et c'est très excitant. Effectivement, elle a le côté femme. C'est le feu sous la glace. Non, mais parce qu'en fait, de près. On sent que vous faites des rencontres dans les bars. Non, mais Vous lui avez parlé de Napoléon, non? On sent que c'est une femme. Non, mais Philippe, je crois que le tempérament et le feu. Ferrari, elle a gagné Oui. parce qu'elle est plus proche des jeunes, uniquement. C'est ça qui l'a fait gagner. Mais peut-être que le samedi et le dimanche, les gens regardent moins le journal télévisé. Oh, pas du tout. Pas du tout, en faisant l'amour, hein, n'est-ce pas, monsieur Roy, hein? Oui. Tiens, je vais vous poser cette petite devinette. En fait, il s'agit seulement d'identifier l'auteur d'une citation que nous envoie monsieur Tabar, qui a dit « Pourquoi ce nom d'Académie française ?» C'est la question que tout le monde se pose, sauf les académiciens français qui s'en foutent du moment qu'ils n'ont pas froid aux genoux. C'est français mort. Français mort. Académicien? Oh non, c'était pas le genre. Frédéric Dard. C'était pas le genre, bien qu'il ait eu droit à une jolie postérité, hein. Et qui continue d'ailleurs. Michel Audiard? Non. Blondin? Non. Francis Blanche? Boudard. Non, il témoignait le même irrespect à tous ses contemporains, à toutes les institutions. Léoto. Non. Pierre Dac? Non. Coluche. Alors, on se rapproche. Des proches. C'est des proches. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah oui, il a dit du mal de tout le monde. Pourquoi il n'en aurait pas dit de la vieille dame du Quai Conti? C'est vrai que vous avez les genoux frileux, monsieur Roy? Bon, pour l'instant, ça va. Oui. Mais on distribue des couvertures le jeudi à la séance du dictionnaire? Non, il fait plutôt chaud, c'est comme ici. À quoi vous attribuez cette chaleur? Mauvaise climatisation ou fièvre générale? C'est la fièvre, la fameuse fièvre verte. Ah ben la fameuse fièvre verte. La fameuse fièvre verte. Les gens ont chaud. Moi, je voulais dire, chaque jeudi, vous savez ce que je fais? Je me pince. Je me pince et je demande même à mon voisin, qui était hors Sénat, de me pincer. Parce que quand je me retrouve en face de Jean d'Ormesson, d'Henri Troyat, de Jean-François Revel, de Lévi-Strauss que j'ai étudié quand je faisais des études de philo, je me pince, je me dis c'est pas possible. Moi qui ai eu tellement de mal à avoir mon bac, qui ai raté ma première année de droit, qui ai raté ma première année de lettres, comment j'ai fait pour me retrouver en face de tous ces types extraordinaires? Bah, vous avez fait comme pour le bac, vous l'avez repassé plusieurs fois. Ah, hein. c'est vrai. Mais le même nombre de fois. Oui. 5 fois. Vous voyez. Mais l'oral, là, ça intervient une fois qu'on est reçu, hein. Ça intervient pour le discours, mais après. C'est-à-dire que pour être élu à l'Académie, il faut visiter tous les électeurs, d'abord en leur assurant qu'on a lu leurs œuvres, ce qui n'est pas toujours vrai, et ensuite en leur témoignant la plus vive admiration. Et pas seulement à eux, quelquefois à leurs animaux familiers. Par exemple, une fois, j'ai été voir un académicien qui était merveilleux, c'était un tératologue, un spécialiste des monstres. Je peux dire son nom, il s'appelait le Wolf. Et on m'avait dit, parce que quelqu'un m'avait donné des antisèches, un académicien m'avait donné des antisèches, et voilà de quoi il fallait leur parler. Alors il m'avait dit, il aime beaucoup les chats, il faut lui parler des chats. Alors j'arrive, je dis bonjour maître, bonjour. Il me dit, est-ce que vous aimez les chats? Ah, j'ai dit, oui, j'aime beaucoup les chats. Ah, c'est très bien. Eh bien écoutez, je vais vous présenter un chat. Il se lève, il ouvre une porte, et je vois un matou qui arrive. Mais un matou, vous savez, vicieux, qui arrive, qui s'approche. Et il dit, voilà, je vous présente mon chat, il s'appelle Grouillot. Ah bon? Et alors je me mets à 4 pattes, je dis, minou, 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 minou. Et le chat, qui avait l'habitude des candidats, s'en allait, faisait des tours. Et moi j'étais là, minou, 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 minou. Enfin voilà. Finalement, j'ai été élu. Grâce au chat? Je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il m'a porté bonheur. Dans les visites suivantes, vous emportiez du canigou? Ah non, il y a une visite qui était terrible, c'était celle avec un grand catholique. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Oui, bien sûr. Bien, il pardonne les offenses par définition. C'est merveilleux, que j'adorais. Qui était Jean Guiton. Ah, et Jean Guiton, là aussi, dans mes antisèches, on m'avait dit,
il faut lui parler de sa peinture. Alors j'arrive, et puis j'avais lu dans un journal un article qu'il avait écrit sur la Vierge Marie. Donc je me dis, je ne veux pas lui parler tout de suite de sa peinture, ça serait un peu trop bon, un peu téléphoné. Je veux quand même lui parler de la Vierge Marie. Alors je dis, votre article sur la Vierge Marie, c'était vraiment merveilleux. Vous avez décrit cette femme avec sa beauté, son charme. Alors, il hochait la tête comme ça, il a vu avec sa canne, donc je dis, ça marche. Je continuais sur la Vierge Marie, d'un seul coup il m'arrête, il me dit, vous ne m'avez pas parlé de ma peinture. Alors je dis non, mais malheureusement c'est trop tard. Et puis alors, l'entretien se termine, d'un seul coup, il me dit, ah, vous êtes jeune, vous êtes souriant. Alors moi, enfin mon sourire s'épanouit. Ah, comme ça serait merveilleux de retrouver quelqu'un de jeune, quelqu'un de souriant tous les jeudis à l'académie. Malheureusement, on dit que les gens souriants sont un peu superficiels. Et alors à la fin, l'entretien s'est terminé, il m'a dit, vous savez, j'ai hâte de mourir. Ah, j'ai dit, ah bon? Oui, parce que vous savez, il y avait Daniel Rops, il y avait Mauriac, les deux m'avaient dit qu'ils voteraient pour moi. Il y en a un qui a menti. Bientôt, je le saurai la vérité. Titier d'Ormesson, je voudrais vous faire entendre une conférence très courte que Jean d'Ormesson a donnée aux grosses têtes à l'occasion d'un récent passage. Vous savez, je me demande si ce n'est pas chez vous. Et je crois que j'étais candidat à l'Académie, que j'avais raconté l'histoire des deux académiciens qui se rencontrent. Et l'un dit à l'autre, comment va notre confrère Attel? Et l'autre dit, oh, à moitié gâteux. Et le premier dit, ah, il va mieux. Les grands hommes ont à voir avec les petites femmes. Disons, en tout cas dans mon livre, ils se rencontrent. Oui. Ils se rencontrent parce qu'il y a à la fois des grands hommes et ce que vous appelez des petites femmes. Et il n'y a pas des grandes femmes avec des petits hommes? Aussi, pas demandé à Bouvard. aussi, puisqu'il y a Napoléon. Il y a Napoléon qui est à la fois un grand homme et un petit homme. Il y a aussi Giscard, qui est grand au moins par la taille. Et alors, vous avez presque été amoureux de Giscard, on peut dire, sans passer à l'acte d'ailleurs. Hein. Je vous comprends. Oui. C'est vrai que je n'étais pas amoureux, mais enfin, je le trouvais très séduisant, je le trouvais passionnant, j'étais assez enthousiaste en le rencontrant. Et puis, il y avait un arrière-plan. C'est que j'avais été amoureux d'une de ses nièces. Alors, la nièce, attendez, vous racontez que vous êtes allé en pèlerinage en sa compagnie dans la chambre d'enfant, d'adolescent de Giscard. Ah oui. Vous avez presque réussi à monter avec la nièce sur le lit de l'ex-président. Oui, c'était très tentant. Imaginez, je retrouvais cette chambre avec tous ces souvenirs. Ça doit être terriblement érotique, hein. Et d'un seul coup, C'est horrible. ce qui avait le très excitant, c'était le visage de cette jeune fille qui avait 18 ans, qui était merveilleuse, qui était belle, charmante. Il y a eu cette tentation irrépressible de faire l'amour dans un endroit qui était plein de chargé de symboles et d'histoire. Parce qu'à ce moment-là, il était président de la République. Ah oui. Oui. Et alors, il y a eu cette tentation, il y a eu un début de passage à l'acte, et heureusement, il y a eu la grand-mère qui a appelé sa petite fille et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Ah bon. Et alors, c'est vrai que quand j'ai revu Giscard, quelques années plus tard, quand je l'ai vu me parler au cours de ce dîner, subitement, je voyais ses yeux, et je retrouvais dans ses yeux exactement ce côté un peu chinois de la nièce. Je voyais les lèvres très pulpeuses. J'avais un élan, comme un élan amoureux, comme si je retrouvais la nièce. Il y avait un mélange des deux, que très vite je me suis réveillé, j'ai compris que c'était pas du tout la nièce. Surtout après que nous nous sommes engueulés, j'ai compris que ça n'avait rien à voir. D'autant que l'oncle n'est pas une tante, hein, alors il n'y a aucune raison d'opérer la confusion. Oh, vous dites sur Giscard des choses qui sont pas... Non, au début il avait été très gentil. Très gentil, et alors, vous êtes très gentil aussi. Et moi très gentil parce que j'avais appris par cœur un article qu'il avait écrit quelques années plus tôt, donc j'ai commencé à lui réciter. Alors il était complètement abasourdi, il m'a dit mais vous avez une mémoire extraordinaire, mais vous êtes un homme inouï. Et alors après il a chanté mes louanges, j'étais enchanté parce que je lui avais récité cet article, qui est d'ailleurs un article qui concernait l'épopée napoléonienne, puisque ça s'appelait Adieu postérité. C'était sur le général de Saxe. Ensuite, la passion décline et puis elle s'en va, comme souvent. Et vous dites, quand je rencontrais Giscard à cette époque, il venait de faire une mauvaise chute. Il était tombé de l'idée qu'il se faisait de lui-même. Ah, il était tombé de haut. C'est très joli. Et vous le comparez à un pharaon de la 4e dynastie, ce qui physiquement est assez vrai. Hein. Non, mais c'est un homme très intelligent, très brillant.
Et ce que je raconte, c'est un peu sarcastique, c'est un peu humoristique. Comme il a beaucoup d'humour, je crois qu'il le prendra très bien. Oui, je sais pas s'il a beaucoup d'humour pour ce qui le concerne, ça m'étonnerait. Ce qu'il avait mal pris, évidemment, c'était l'article que j'avais écrit sur son bouquin. Sur son livre. Oui. Le passage. Alors ça, il n'a pas aimé du tout. Lequel? Le porno de 2 Français sur 3? Non, pas celui-là. C'est là où il parlait. Le passage, son roman. C'est vrai qu'il avait imaginé... Qu'est-ce que vous aviez dit sur son roman? Oh, j'avais dit qu'il aurait dû prendre un pseudonyme. Comme Morny, quand il a écrit Monsieur Choufleury restera chez lui. Oui. Et je crois qu'il aurait dû prendre un pseudonyme s'il voulait véritablement qu'on le juge indépendamment de son passé, de ce qu'il était. Mais là où je crois qu'il a eu tort, c'est là où c'est un homme très théoricien, très, très théorique. C'est qu'il s'est dit, j'ai fait politique, je suis très intelligent, je suis certainement l'homme le plus intelligent de France. Alors, écrire un roman, mais c'est nul. Les romanciers, quand je discute avec eux, sont quand même des gens un peu des crétins. Ils connaissent rien au taux de chômage, à la productivité, ils savent rien. Donc, il s'est dit, je trouve c'est un roman, et forcément, ce roman sera très bon. Et c'est là où il a manqué un peu d'esprit de finesse. Il a l'esprit de géométrie. On pourrait dire d'une certaine modestie aussi, peut-être. Non, je crois qu'il est d'une certaine façon assez naïf. Oui. Là, il a eu de la naïveté. Mais les gens très très intelligents, finalement, sont des grands naïfs. Hein. Oui. Mais dites-moi, le hasard et une maîtresse de maison qui tient à avoir des invités de grande qualité vous réunissent à la même table. Hein, mais ça y est, le courant ne passe plus. Alors là, c'est atroce. Giscard a lu votre critique et d'abord, il ne vous reconnaît pas. Hein. C'est atroce. Et quand je sais qu'il va y avoir ce dîner, d'ailleurs, j'avais de la chance, je venais d'être élu la veille, je venais d'être élu à l'Académie. Donc j'étais quand même déjà un peu réconforté. Et j'arrive à ce dîner, et de loin, je vois Giscard avec ses yeux comme un canon de fusil dirigé vers moi. Donc je me dis, oh là là, ça va être atroce, pourvu que je ne sois pas à sa table. Mais évidemment, manque de peau, je venais d'être élu, et donc je suis à sa table. Et ça commence dans une froideur terrible, et d'un seul coup, il s'exclame. J'avais à côté de moi une jeune femme qui venait d'écrire un premier roman. D'un seul coup, il s'exclame, ah, comme je suis heureux qu'il y ait un écrivain à cette table. N'est-ce pas, mademoiselle? Quel est-il de notre roman? Alors, la maîtresse de maison pousse un cri. Dit, mais monsieur le président, nous avons là le plus jeune académicien français. Je sais, mais je sais aussi que c'est un sournois, un haineux, voilà, et puis surtout, l'histoire du livre. Ah là là, dis donc. Et tout est sorti devant tout le monde, comme ça, il vous a fait une scène. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que quelqu'un qu'on n'a pas élu vous en veut et vous manifeste publiquement sa vindicte? Non, parce qu'il pense qu'au prochain tour, ça ira mieux. Oui, je crois pas. C'est un milieu très feutré. Vous savez, quand on a désiré entrer à l'Académie, c'est qu'on a compris le système. C'était des gens à la fois pas forcément très francs, mais en même temps des gens de bonne compagnie. Donc, qu'est-ce que vous dites des jeunes candidats qui viennent vous voir maintenant? Parce que c'est ça qui est amusant, c'est que maintenant vous êtes de l'autre côté. Oui, et bien justement, j'en ai tiré mon profit de ces visites et je ne reçois plus de candidats. Je ne reçois plus les jeunes, quelquefois sont des gens. Le doyen Vedel a été élu après moi, vous voyez, c'était pas vraiment un jeune. C'est pour leur épargner. Non, pour leur épargner une humiliation, je trouve que c'est pas gentil. Vous savez ce que Jean Dutour, il nous l'a dit ici, chaque fois qu'il reçoit un candidat, et lui il continue. Oui. Il leur pose 2 questions. La première, vous pourriez me prêter 500 francs, ils sont tous d'accord. Et la deuxième, est-ce que ça vous dérangerait pas de faire les vitres parce que ma femme de ménage est souffrante? Il pas du tout. Vous vous souvenez d'Albert Buisson? Il avait fait une plaquette de 30 pages sur l'aspirine. Et il a été élu brillamment. Hein. C'est vrai qu'il faisait de l'ombre à personne. Hein. Oui, mais je crois qu'il avait refait la toiture de l'Académie. Enfin, il y avait Tiens, justement, il y a un académicien au bout du fil, c'est Jean Dutour. Bonjour Jean. Bonjour mon petit Bouvardounet. Buisson, il a redoré la coupole. Oui, j'ai aujourd'hui quand même un 20e de l'effectif dans l'émission. Hein. Et encore, vous ne savez pas aimer, comme dirait l'autre. Hein. Alors, 2 questions éminemment culturelles que je ne saurais poser à quelqu'un d'autre. Question de Madame Courroyer de Dieppe. De qui Lucie Adamar était-elle l'épouse? Aïe, 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 je suis ça, Lucie Adamar. C'était pas de Gambetta, non? Non, mais bon, c'est la même époque. Je suis dans le coin, là. C'est pas le docteur Gibault, la ceinture du docteur Gibault, le pyrolactif de Damar? C'est un homme politique? Non, un homme qui a beaucoup défrayé la chronique, mais totalement contre son gré. Ah bah c'était le pauvre Dreyfus, peut-être? Oui, voilà.
C'était l'épouse du capitaine Alfred Dreyfus. Eh oui, bien sûr. Bonne réponse, pas entièrement spontanée, mais enfin c'est le résultat qui fait semblant. Deuxième... faut bien que vous nous donniez des petits points de repère comme ça. Bah écoutez, sinon ça coûterait trop cher à la station. Bah voyons. Deuxième question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Ah, la chérie. Ah bon, vous la connaissez? Oh là. Bon, alors je vais poser une question qui vient d'ailleurs, non? Parce que on va penser à un copinage sexuel. Oh, vous savez, entre Cornimont et Paris, il y a quand même une petite trotte, non? Oui, et entre Cornimont et Cornichon. Ah bah vous êtes bien aimable, Cornichon, vous-même. On y revient. La voici cette question. Pour quel motif Voltaire fut-il emprisonné en mai 1717 à la Bastille, où il demeura 11 mois? Parce que il avait persiflé je ne sais quel grand seigneur, La Rochefoucauld ou un type dans ce genre-là. Non. Vous le savez, Jean-Marie Roy? Je pensais qu'en effet, c'était à la suite de la bastonnade qu'il avait eue avec le duc de Rohan, je crois, ou le prince de Rohan. Et il a été bastonné d'une façon effrayante parce qu'il s'était moqué de lui. Et je pense que c'est par lui qu'il était à la Bastille. À la suite de cette histoire. Vous pensez pas bien, l'histoire le dit peut-être, mais pas Madame Cornimont. Ah, Mademoiselle Cornimont. Je crois qu'elle a raison de dire qu'il s'agit de quelques vers assez caustiques qu'il avait écrits sur un personnage considérable. Le roi. Le roi. Non. Oh non, pas le roi. Non. Le pape. D'ailleurs, il n'y avait pas de roi, il y avait ça ne pouvait être que le régent. Eh ben oui, le régent. Bon. Et de quoi avait-il accusé Philippe d'Orléans? D'être un petit peu libertin, non? Oui, mais c'était plus grave encore que il avait couché avec sa fille. Oui, exactement. Il l'avait accusé d'inceste. Bonne réponse de Jean Dussucq. La duchesse de Berry. Alors justement, puisque vous avez Jean Dutour, est-ce que vous pourriez lui dire, est-ce qu'il pourrait me rendre mes 500 balles? Non, justement, je profite de cette occasion, justement, dans cette émission très sérieuse, je voulais profiter de cette occasion pour rectifier une chose. J'ai vu Jean Dutour plusieurs fois, parce que je me suis présenté 5 fois à l'Académie. Eh bien, au cours des 5 visites que j'ai pu faire à Jean Dutour, il a été charmant, il ne m'a jamais demandé d'essuyer les carreaux, de faire le ménage, il ne m'a jamais demandé 500 balles. Vous voyez que j'ai quand même mes chouchous. Oui, mais vous voyez tous les jeudis, Jean-Marie Roy. Je vais vous dire, Jean-Marie Roy, c'est agréable de voter pour lui, parce que pour une fois, on a élu un type de talent. Ah, pour une fois, qui vont être contents là. Pour les autres, hein. Oh ben, je m'en fous, ils peuvent s'en foutre à la porte. C'est vrai, on n'a même pas le droit de démissionner, hein. Rien. C'est vrai. On est là jusqu'à son dernier souffle. Eh bien, Jean Dutour, je vous renvoie à vos travaux d'écriture, mais aussi à vos anthologies, afin que demain, vous soyez aussi brillant qu'aujourd'hui. À demain. Et mes hommages à Madame Adamar. Les hommes politiques comme Giuliani sont souvent confrontés au problème du nerf de la guerre, de l'argent, sans lequel on ne peut pas faire de politique active et sans lequel on ne peut pas non plus aider ceux qu'on voudrait aider. Alors là, ça se passe dans un petit village en Lombardie. Et l'église est en train de s'écrouler. Il faut refaire le clocher. Village au fond de la vallée. Est-ce qu'il y aurait... Il n'y a pas un euro disponible et les spécialistes ont dit, si ça continue comme ça, dans un mois, il n'y a plus de clocher. Alors... Le maire et le curé, et là on retrouve Don Camillo, se sont associés. Ils ont, sur le parvis de l'église, installé un stand et ils ont accepté d'être derrière le stand et les gens viennent et peuvent leur envoyer, moyennant finance, une tarte à la crème sur la figure. Ah, ouais. Et ils ont calculé qu'il faudrait 350 entartages pour sauver le clocher. Bon, ça marche ou pas alors? Et ça marche beaucoup. Mais imaginez que M. Delanoë ou que M.
Monsieur Chirac à l'Élysée ouvre un stand, on se bousculerait. C'est évident, évident. C'est sûr. Je vous ai vu pleurer hier soir à Bobino, mais vraiment pleurer en scène comme j'ai jamais vu un artiste le faire. Pourquoi? Mais dès qu'on m'en parle, Philippe, c'est l'émotion qui remonte. Une émotion tout à fait sincère que je ne peux pas maîtriser. Ça remonte de temps en temps. J'ai voté Jacques Chirac. Voilà. C'est de ma faute, tout ce qui arrive. Je me sens responsable. Comme la plupart des gens. Vous n'êtes pas le seul, hein. Oui, je sais, mais on est nombreux à pleurer encore. N'empêche que si Chirac avait eu de la classe, pour remercier le peuple de gauche qui a voté pour lui, il aurait nommé le juge Éric Alphen à la justice. Ah oui. Cela n'aurait été que justice. Et en plus, le pauvre Alphen, il est au chômage. Les chômeurs. Il a fait un bouquin qui n'a pas marché très fort. Il a proposé à presque tous les partis politiques de l'employer. Il s'est présenté aux élections, il s'est fait étendre. Ah oui. Il était pour Chevènement, c'est ça? Oui. Il a toujours les bons coups, lui. Il était pour Chevènement. Le mec, il joue le cheval gagnant, lui, tout le temps. Ah oui, il risquait rien d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu un élu, Chevènement. Non, pas un seul, même pas lui. Même pas lui À Belfort. Non, Chevènement, il est pas embarrassant comme garçon. Non. Puis il est bien aimé. Il y avait Langue qui était là avant-hier, il lui a dit des choses très gentilles sur lui. Quand il se présente, il n'est pas élu, et quand il est nommé, il démissionne. Alors donc, Et il revient de gauche. Non, il a réfléchi, il a dit, il cherchait. Un fait divers très triste, mais bon, je connais votre absence de cœur, donc je sais que vous allez en rire. Ce sont deux faits divers d'ailleurs qui sont liés, l'un à l'église et l'autre à un cimetière. Alors pour l'église, il y a un jeune homme qui voulait aussi récolter de l'argent pour refaire le clocher de son église. Et ça, c'est à Londres. Alors il a imaginé de se faire un saut à l'élastique et il s'est tué. C'est triste, ça. Ah oui, c'est triste. Ce curé à Marseille qui plongeait dans le dans le vieux port. Non, pour faire des ronds, Oui. Mais moi, je l'ai même vu à Paris. Il y a des ronds dans l'eau. Mais il l'a fait port. Non. Un curé, mais il l'a fait. Il l'a fait de nombreuses fois. Il l'a pas fait qu'une seule fois. Il plongeait de haut. J'ai vu dans la scène. Putain, il plongeait 10 mètres de haut. Il a ramassé beaucoup d'argent. Oui. Alors que Chevènement a plongé de haut, mais il s'est ramassé. Là, il n'a pas ramassé quoi. Là, c'est un brave Sicilien qui avait englouti toutes ses économies dans l'achat d'un superbe caveau. Et il allait le voir, son caveau, il en était très très fier. Et il a voulu monter sur le toit de la petite chapelle qu'il avait fait construire. Il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule, il est mort. Mais il n'y a pas eu de frais de transport puisqu'il était sur place. Vous voyez, j'étais sûr que ça allait vous faire. Ah oui, ça c'est drôle. Ça même les Belges le font pas. C'est de la mise en boîte directe. Question de Madame Cassagne. Qu'est-ce que les facteurs appellent les boîtes à cocu? C'est là où ils peuvent consommer la poste restante. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est assez joli. Je fréquente Besançon beaucoup. De la même façon d'ailleurs que les notaires appellent les contrats de mariage des bails à cornes. Des bails à cornes. Oui, enfin des baux à cornes. Mais là, la boîte à cocu, fallait le trouver. Ça. C'est vrai que quelqu'un qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari se fait adresser des courriers discrètement. Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand demande: qui a pour épitaphe Sigi qui a tout dit en n'ayant jamais parlé? Le mime Marceau? Non, mais avant. Un mime? Oui. Le mec qui a fait le Malin du Paradis, comment ça s'appelle? De Bureau. De Bureau, oui. Exactement, le mime de Bureau. Excellente réponse de Jacques Balutin. Mais il parlait dans un film de Woody Allen.
Marceau, oui. Non, de Wim Marceau. Oui. Pas de Woody Allen, de Mel Brooks, non? Mel Brooks. Un film muet où le seul qui parle... C'est le seul qui parle, c'est Marceau. Oui. Mais nous l'avons eu comme invité d'honneur ici. très bavard. Intarissable. Oui, le pauvre, c'est normal. Bah, il se libère, hein. Il se libère, il n'en peut plus. Il paraît d'ailleurs qu'il fait un triomphe... À Los Angeles. Oui. À Los Angeles. Partout. Moi, je l'ai vu à Tokyo, partout, c'est génial. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont des traditionalistes de la cuisine, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent pas grossir. On va faire de nouvelles frites dans les McDonald's en éliminant la graisse qui peut provoquer l'obésité du consommateur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, c'est une bonne nouvelle, mais ça risque de changer la saveur de la frite. Déjà qu'elles sont pas bonnes, alors là, ça va être franchement dégueulasse. Alors il y a aussi, pour ne pas grossir, c'est le fait d'avoir une grosse frite. Une grosse quoi? Une grosse frite dans son boc. Ah oui, dans son boc. Oui. Et non pas... nous adorons les contrepétries, ça ne nous fait rire que nous. Hein. J'ai mangé de la tourte aux cailles à l'hôtel du Congre debout. Voilà. J'ai mangé des tartes aux couilles à l'hôtel du Bougre de Con. Il courait tendu à la fois. Vous voyez, la salle est morte de rire. Hein. La salle est morte de rire. On va en faire d'autres. On a perdu 500 000 auditeurs, mais elle est morte de rire. Haute ta lampe que je guette. Voilà, c'est là, on va pas la traduire. Pourquoi, demande Monsieur Cauchois de Guéret, est-il fortement déconseillé de se baigner nu dans le fleuve Amazon? Les piranhas. Piranha qui te mange les claouilles. Mais de toute façon, nu ou pas nu, ça change pas le problème. Hein. Non, alors justement, parce que... qu'il s'attaque aux burnes. Oui. Pas aux burnes, comme vous dites. Parce que alors là, ça voudrait dire qu'il suffit d'avoir une certaine couleur de cheveux pour être exposé. Il s'attaque à la zazette. À la zigounette. Non, et c'est pour ça qu'il faut être nu pour que le danger soit réel. Il rentre dedans. Ah oui. C'est le poisson qu'on appelle le poisson pilote. Rentranus. Non, le poisson candiru. Ah, le candiru. Bon. Ouais. Moi, il y a un mérou l'autre jour qui m'avait ça. Non, mais c'est terrible parce qu'il dévore les intestins de la personne visitée. Oh là là. Oui. Voilà, il a des ouvertures comme garçon. Ah, oui. Une nouvelle qui est un peu négative, mais vous savez qu'il y avait le chanteur pop américain Lance Bass, ça vous dit quelque chose? Rien du tout, mais la façon de le prononcer, c'est pas étonnant, Marquis. Non, je suis pas certain qu'il se prononce comme ça, le mec. Philippe, son vrai nom. Même son impresario le reconnaîtra pas. Parce que Linge Bash, je connais, mais Lance Bass, je connais pas. C'est celui qui avait émis la prétention de participer à un vol spatial russe. Parce que vous savez qu'ils avaient fait déjà appel combien de millions de dollars il avait payé des touristes très riches. Oui, il y en a déjà eu deux. Oui, d'accord. Donc il est le deuxième. Alors il devait partir dans un mois. Oui. Et puis c'est annulé parce que il n'a pas payé les 20 millions de dollars. Oui, évidemment, attends. Mais quel coup de pub, hein. Ouais. Ah oui. Question de Madame Roger. Ah, mais je la connais bien, c'est Marcel Roger. Oui. Vous l'avez connue, oui, mais elle a été opérée depuis. Oui. Elle s'appelle Simone Roger. Madame Roger. Qu'ont le droit d'avoir les prisonniers suisses dans leurs cellules et n'est pas toléré en France? Du chocolat. Un transistor. Un couteau suisse. Non. Un téléphone portable. Un coucou qui leur fait encore 230 jours. Coucou. Du gruyère. Un copain. Un chien. Une femme. Une bête. Alors, pas un chien. Un oiseau. Une souris. Un chat. Un chat. Ils sont trois. C'est une bonne réponse de Thierry Roland. Applaudissez-la parce qu'il y en a une par an. Le chat qui est un compagnon précieux pour le prisonnier solitaire. Oui. Une chatte, ils ont le droit aussi, peut-être. Oui, pareil. À condition qu'il soit bien traité. Ah. Ouais. Et en général, ça se passe l'été à la mi-août. Et puis... Tout et des matons. Ouais. La dernière citation envoyée par Madame Parisot, qui a dit « Saint-Martin a donné la moitié de son manteau à un pauvre,
Comme ça, ils ont eu froid tous les deux. Oh, c'est des proches, Coluche. Non, c'est pas un humoriste habituel. Monsieur Damar. Non. Mais nous le citons de temps à autre parce que cet homme avait beaucoup d'esprit. Il est mort. Il est mort. Alors, il est mort. J'ai dit l'autre jour qu'il était mort il y a 15 ans et je crois qu'il est mort il y a plus longtemps que ça. Camille. Mais ça ne retire rien à son talent. Prévert. Prévert. Très bonne réponse de Jacques Balutin. Merci à Marc Jolivet d'être descendu quelques instants de la scène de Bobino pour être notre invité d'honneur. À demain.